Les marchés de travaux, que doivent-ils contenir? Les marchés de travaux sont le contrat qu'il y a entre le client et les entreprises et il est dressé, établi par l'architecte. Donc, à nous de savoir correctement faire cette pièce essentielle dans une maîtrise d'œuvre. Tout d'abord, il faut bien savoir, bien comprendre qu'en matière de marché privé, n'est contractuel que ce que nous rendrons contractuel. La forme d'un marché privé est libre et elle n'est pas comme un marché public où là tout est normalisé, réglementé. Dans un marché privé, on fait ce qu'on veut en quelque sorte. Mais c'est évidemment pas sans conséquences. Par exemple, les DTU ne sont pas une loi. Seule la loi n'a pas besoin d'être précisée, elle va sans dire. Les DTU ne sont pas une loi. Donc, ils ne seront pas contractuels si l'architecte ne les rend pas contractuels. Ce qui est assez embêtant parce qu'une entreprise qui ne suit pas les DTU risque évidemment de faire du mauvais travail, risque de provoquer un sinistre, en tout cas le mécontentement du client, qui pourra alors légitimement se retourner contre l'architecte parce qu'il aura mal conseillé le client en omettant de rendre le DTU contractuel. Il ne lui aura pas rendu service en quelque sorte et c'est évidemment sur l'architecte que va retomber le problème encore une fois avec notre sempiternel devoir de conseil bien connu des architectes. En France, on est cartésien, on aime bien faire des tableaux, donc on va faire un tableau. Ça, c'est simplement pour que vous ayez bien en tête ce que doivent comporter les marchés de travaux. Il y a les pièces générales et les pièces particulières. Les pièces générales, ce sont celles qui ne sont pas reproduites, par exemple les DTU, les lois, etc. Et les pièces particulières qui sont spécifiques à l'opération. Et enfin, il y a les clauses techniques et les clauses administratives. Donc, on va remplir les cases. Dans les clauses particulières, les plans et le descriptif établis par l'architecte, tous les plans techniques et le descriptif. Il y a les plans techniques et les notes de calcul ou les descriptifs des différents bureaux d'études, études de sol, structure thermique et autres. Il y a dans les pièces générales les normes, les DTU et d'une façon plus générale, ce qu'on appelle les règles de l'art. Moi, j'aime bien mentionner le mot règle de l'art, ce qui est un peu un fourre-tout, je le reconnais, mais qui peut être bien pratique pour pouvoir demander à une entreprise de suivre ce qui est considéré comme étant les règles de l'art. Je rappelle donc, il faut que ces pièces soient rendues contractuelles, normes et DTU, pour qu'elles le soient dans les marchés privés. Aussi très utiles, les prescriptions des fabricants. Les fabricants de produits du bâtiment n'aiment pas que leurs produits, justement, soient mal mis en œuvre. Ils aiment bien que ça soit mis en œuvre tel que eux les ont conçus. Et pour ça, donc, ils mettent sur Internet, ils éditent des prescriptions. Souvent, ce sont des petites vidéos très bien faites parce qu'elles vont à l'essentiel, elles sont souvent faites pour les artisans. Il n'y a pas de blablabla tout autour. Et c'est très pratique de rendre tout ça contractuel, les prescriptions des fabricants. Je regarde d'ailleurs régulièrement des petites vidéos sur différents produits et on apprend toujours quelque chose à regarder ça. Enfin, donc les pièces particulières administratives, il y a bien sûr l'acte d'engagement, qui est la pièce juridiquement, contractuellement essentielle, puisque c'est là où l'entreprise s'engage à réaliser l'ouvrage suivant les marchés de travaux et la pièce qui sera acceptée, signée par le client. Le cahier des clauses administratives particulières, qui est tout le détail de l'opération, tout le règlement en quelque sorte du chantier et de l'opération, le planning des travaux, le permis de construire. Je trouve que c'est mieux de rendre
contractuelle l'autorisation d'urbanisme quand elle existe, puisque nous sommes tenus de la suivre. Et puis, tout ce que l'on veut rendre contractuel, plan de géomètre, conseil d'huissier ou règlement d'allotissement, par exemple, toute autre pièce. Et enfin, la clause administrative générale, donc il y a les lois et règlements, mais ça, c'est mentionné pour mémoire, puisque eux s'appliquent tout le temps et à tout le monde, bien entendu, par définition. Et la norme NFP 03001, qui est le CCAG, le cahier des clauses administratives générales pour les marchés privés. Il faudra d'ailleurs penser dans le CCAP particulier à lister les modifications par rapport à la norme si nous rendons la norme contractuelle. Mais c'est quand même bien pratique de la rendre contractuelle parce qu'elle est très complète et comme ça, tous les cas de figure sont prévus. Il n'y a qu'un seul marché de travaux pour l'ensemble des entreprises. Il y a un seul maître d'ouvrage, l'ensemble des entreprises et l'architecte concourent à fabriquer un seul objet, l'objet des marchés de travaux, et donc il n'y aura qu'une seule réception et il faut unifier l'opération. Il faut en pratique que chaque élément des marchés de travaux puisse être opposable à tout le monde, de manière à ce qu'on ne puisse pas se retrancher en disant mais ça regarde le carreleur, moi ce que fait le plombier c'est pas mon problème, et ainsi l'opération devient ingérable pour l'architecte. Et ça risque en plus d'être un sac de nœuds, si vous me permettez l'expression, pour l'architecte. Il ne pourra pas s'en sortir et forcément ça va lui retomber dessus parce que vous le savez, la loi nous considère comme étant les juristes de l'opération. Donc à nous à veiller sur ce plan-là. Un seul marché, voilà la forme que ça prend. J'ai pris un exemplaire dans un de mes dossiers. À part les actes d'engagement, qui sont à part, parce que là figure le prix, et ça, ils sont uniques pour chacun. Le reste, c'est le même dossier pour chaque entreprise, que ce soit un lot important, gros œuvre, menuiserie, ou un lot de détail comme la serrurerie. Tout le monde a le même dossier. Nous sommes payés pour faire un dossier pour tout le monde. Le même dossier pour chacun. Que comporte ce dossier ? Tout d'abord, les plans techniques et un plan par niveau, fondation, soubassement, rez-de-chaussée, étage, comble, charpente, éventuellement couverture. Si on ne veut pas être embêté, il faut tout montrer, tout dessiner. Il vaut mieux perdre quelques heures en amont, ce n'est pas du temps perdu d'ailleurs, pour gagner quelques jours, voire pire que ça, et beaucoup d'embêtements en n'ayant pas précisé exactement ce que l'on veut et ce que l'on rend contractuel. Et dans le même principe, une coupe, c'est-à-dire un plan vertical, une coupe à chaque fois qu'il y a une différence de structure. Rez-de-chaussée, étage, sous-sol, garage, et ainsi de suite. Les plans, en général, tous les plans tiennent sur des A3. On peut faire des plans de détail, des zooms si on veut sur certains points particuliers. Les plans, ce sont donc les plans techniques. Mieux vaut qu'ils soient dépouillés, sans fioritures. Hein. Il ne s'agit pas de faire une œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est le bâtiment qu'on construit, ce n'est pas le plan. Ce n'est qu'un outil au service des entreprises. Donc, un plan par niveau, les fondations, le soubassement. On voit là la différence entre un plan d'exécution et un plan technique. Par exemple, on mentionne les raidisseurs verticaux, mais on ne précise pas les sections des aciers, même si on sait quel genre d'acier, quelle section il doit y avoir, on est capable de le détecter, mais ce n'est pas dans notre mission de le préciser. Les plans de chaque niveau, bon, vous savez ce que c'est que des plans d'architecte, plans techniques. Si c'est possible, mieux on fait une synthèse sur un seul plan, plus ça sera efficace pour tout le monde. Ici,
plan de comble ou plan de charpente. Alors, vous voyez, ce n'est pas un plan d'exécution. On dit ce qu'on veut voir, mais il n'y a pas de section. Là, j'ai volontairement resserré ce que je schématise comme étant des fermettes pour bien faire comprendre qu'il y aura un plan d'exécution qui sera en l'occurrence le plan des fermettes, et c'est pas de mon ressort. Nous voyons en détail tous ces plans dans la partie 3 de la formation La maîtrise d'œuvre inversée. C'est la partie appelée logiquement technique. Le plan de toiture, c'est un plan très vite fait, et je me suis toujours très bien porté de faire des plans de toiture, les positions des tuiles à douille, des tuiles châtières, le sens du faîtage, etc. Enfin, c'est très pratique. Les coupes, donc une coupe chaque fois que la structure change, n'hésitez pas à écrire sur les coupes parce que l'ouvrier, lui, n'aura pas lu le descriptif. Il vaut beaucoup mieux qu'il ait le maximum d'informations. Il y a un garage, ce n'est pas la même structure, ça s'appelle donc une coupe différente. Si les fondations sont différentes, c'est juste à titre d'illustration, hein, ce n'est pas un bâtiment où on mélange deux types de fondations. Ça surtout pas. Ça, c'est le planning bar, tout simple. C'est celui que j'appelle astuce anti-retard. Je ferai une petite vidéo dédiée à ce planning. Ça le mérite. Le CCAP, voilà ce qu'il contient. Nature du marché, pièces contractuelles, garantie. Qu'est-ce qui se passe si un entrepreneur est défaillant? La sous-traitance, attention, il y a des choses juridiques à savoir et qui sont obligatoires. Santé, sécurité sur le chantier, qui est SPS, qui l'est pas, notamment quand il n'y a pas d'SPS désigné, établissement des comptes, les travaux modificatifs, la retenue contractuelle, qui n'est pas une retenue de garantie. J'explique ça en détail dans la formation. Les situations avec les certificats de paiement de l'architecte, les délais, pénalité pour retard, qu'il vaut toujours mieux éviter parce que les artisans sont furieux quand il y a des pénalités de retard. Ils trouvent ça humiliant. Et ensuite, conditions générales, les existants, période de préparation, réunion de chantier. Le règlement d'opération, la réception des travaux qui est un acte juridique essentiel et qui va bien au-delà, évidemment, d'une simple liste de réserves. Ça marque la fin de l'opération et des engagements contractuels, sauf les levées de réserve. Et tout le monde signe. Quand je dis tout le monde, c'est le client, le maître d'ouvrage et toutes les entreprises, et évidemment, surtout pas l'architecte. Le cahier des clauses techniques particulières, ce qu'on appelle le descriptif, une page de généralité, et ensuite tous les lots, maçonnerie, VRD. Vous voyez, il ne s'agit pas de répéter, de recopier les DTU. Il s'agit simplement de dire, voilà ce que l'on veut voir au moment de la réception des travaux. Et il est bien précisé aussi qui fait quoi. Les liaisons entre les différentes entreprises, c'est essentiel dans le descriptif. La description des travaux avec des croquis. Évidemment, je me sers d'une bibliothèque que je me suis constituée, je ne redessine pas à chaque fois, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que l'image est beaucoup plus parlante que le texte. D'abord, le texte, il n'est pas lu en général, pas lu par les entreprises, voire pas compris par le client. Donc, c'est quand même le client, c'est son ouvrage, c'est lui qui achète le bâtiment. Il est normal, c'est la moindre des choses de lui expliquer ce qu'il va avoir. Un bon descriptif ne doit guère dépasser 20-25 pages. Si c'est un bâtiment qui n'est pas trop complexe, bien entendu. Il y a le descriptif de base qui sert à convenir du détail de ce que l'on va demander aux entreprises. Et puis, il y a le descriptif finalisé avec le maximum de choix de la part du client, même si, bien entendu, on ne peut pas empêcher un client de changer un carrelage ou un lavabo en cours de route.
Et là aussi, tout le monde signe, le client, toutes les entreprises, et toujours pas l'architecte. Voici un peu plus en détail l'acte d'engagement. L'entreprise, je m'engage à réaliser les travaux de construction, par exemple d'une maison individuelle, etc. Maître d'ouvrage pour le prix global forfaitaire de telle somme. Fait à tel endroit, l'entreprise signe bon pour contrat, puisque le marché de travaux, c'est un contrat, et le client, bon pour accord et pour contrat, accepte la proposition d'entreprise. Chaque entreprise doit signer à minima 3 exemplaires, le sien, celui du client et celui de l'architecte. Le client, lui, signe tout, il a la peine maximale, et l'architecte, lui, ne signe rien. Il ne faut surtout pas que nous signions, puisque nous n'avons qu'une obligation de moyens, et signer un marché de travaux voudrait dire juridiquement que nous prenons une obligation de résultat conjointement avec les entreprises, ce qu'il ne faut évidemment, vous comprenez, surtout pas. Tous les exemplaires sont donc identiques et signés du même jour. Il faut qu'il y ait un seul jour pour les marchés de travaux, parce qu'il y a des textes applicables ou pas suivant la date à laquelle on signe. Et si vous avez des dates différentes, c'est reparti pour le sac d'embrouille dont je parlais tout à l'heure. Et ce qu'il faut absolument éviter, ça c'est comme la ceinture de sécurité. Normalement, ça ne sert pas, sauf exceptionnel. En cas de pépin, on est bien content d'avoir. Et pour l'architecte, c'est pareil. Il nous faut des ceintures de sécurité. On a assez de responsabilités comme ça sur la tête. Le tableau des surfaces. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un tableau des surfaces. Pensez bien à nommer chaque endroit d'un bâtiment. Par exemple, c'est pas placard, c'est placard 1, placard 2, placard 3, etc. Ou bien placard entrée, placard chambre, placard cuisine. Enfin, bon. Il est indispensable d'être précis et de bien se faire comprendre, notamment sur le chantier. On ne peut pas dire, mais oui, mais vous savez, je parlais de ce placard-là et pas de l'autre, etc. Les actes d'engagement, qui sont la seule pièce qui n'est pas diffusée à tout le monde, puisqu'elle est prise. Donc ça, c'est une feuille A1 A4 qui est signée par l'entreprise qui s'engage à réaliser les travaux suivant le marché et par le client qui finalise, qui valorise son acceptation du contrat. Enfin, il peut y avoir des pièces complémentaires. Eh bien, le permis de construire, par exemple, nous sommes tenus de faire respecter le permis de construire. Autant partager cette obligation avec les entreprises. Les pièces techniques des différents bureaux d'études, études de sol, études de structure s'il y a lieu, études thermiques également. Et puis toute autre pièce complémentaire éventuelle, le constat d'huissier en cas de mitoyen et adapté à chaque cas. Je vous engage à ne pas rendre les devis descriptifs contractuels. Pourquoi ? Les devis descriptifs mentionnent d'abord 2 choses. Vous savez, et en bleu pâle au dos, il y a des clauses qui évidemment annulent tout ce qu'on pourra écrire dans le CCAP. L'entreprise n'est responsable de rien, les quantités sont à titre indicatif, les prix également, ils peuvent fluctuer suivant les marchés. Les délais, c'est juste histoire de dire quelque chose, mais ils n'engagent en rien l'entreprise, etc. Enfin bref, c'est pas possible, bien entendu. Et ensuite, le fait qu'il y ait des quantités et que nous les rendions contractuelles est en contradiction avec un prix global forfaitaire, avec la somme qui est marquée en bas du devis. Si, par exemple, il y a marqué 135 mètres carrés dans un devis et qu'en réalité, en recomptant, il y en a 139, l'entreprise est fondée à demander 4 mètres carrés de plus. Ça ne veut pas dire que forcément le juge va accepter, mais d'un côté global forfaitaire, de l'autre côté quantifié, allez, on tombe dans le flou juridique. Et la tentation est grande, vous le savez, on le sait tous, à ce moment-là, d'en faire porter la responsabilité, encore une fois, à l'architecte. Donc, on évite ça. Le devis n'est pas contractuel, il n'est pas signé, évidemment, et il n'est pas mentionné comme étant contractuel. Il sert uniquement de référence pour 2 choses.
Tout d'abord, en cas de modification, en plus ou en moins, on se fie au prix unitaire contenu dans les devis. Par exemple, il y a 3 fenêtres à 800 €, on en fait une quatrième, identique, elle vaut 800 €, ça ne se négocie pas. Et ensuite, ça sert également pour calculer la valeur des travaux faits pour les avances de trésorerie que donne le client, ce qu'on appelle nous les situations. Donc mensuellement, on peut calculer la valeur de ce qui est réalisé en se basant sur le devis. Mais c'est tout, il est indicatif, mais il n'est pas contractuel. Et enfin, pour être pratique, pour les toutes petites opérations, un mur de clôture, une réfection de toiture, j'établis moi des micro marchés de travaux qui tiennent sur un A4 et qui comprennent l'essentiel de l'indispensable, si je puis dire. Ce que j'appelle le mini marché de travaux, c'est-à-dire on ne peut rien retrancher, donc c'est un peu dense, c'est un peu serré, mais ça rentre dans un A4. L'objet, le maître d'ouvrage, l'entreprise, description des travaux. Alors, je mentionne un prix global forfaitaire, je mentionne les règles de l'art, les DTU, et s'il n'y a pas de descriptif à part, je cite le devis qui, lui, va dire quels sont les travaux concernés. Ça peut parfois suffire dans les toutes petites opérations. Le prix, il faut bien le mentionner, un délai de paiement, assurance, donc personne, bien entendu, ne signe un marché de travaux si je n'ai pas en main l'attestation d'assurance décennale et biennale, et en responsabilité civile vis-à-vis des tiers, précisant bien que les tiers, ce ne sont pas que les voisins. Les tiers, ce sont aussi les ouvrages tiers. Par exemple, dans une extension ou dans une rénovation, c'est le bâtiment existant qui appartient au maître d'ouvrage. Mais le bâtiment existant n'est pas couvert par la garantie décennale. Il faut bien le savoir. Les délais, on peut faire un planning, mais en général, pour ces opérations, il n'y a pas de planning, donc on mentionne un délai. Et puis les clauses générales indispensables. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux de tous les documents. Tout contrat doit prévoir une porte de sortie. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise est en liquidation judiciaire, si il y a tromperie, abandon de chantier ou incapacité, si c'est quelqu'un qu'il faut mettre à la porte, il faut pouvoir le faire. La sous-traitance, la sécurité prévoyance santé et genre contractuel, la norme NFP 03001, à jour à la date de la signature de ce mini-marché de travaux. Bon pour marché de travaux. Je signale d'ailleurs, je rappelle, le terme juridique valable, c'est bon pour. Hein, l'UE approuvé, ça ne fait pas de mal, mais ce n'est pas le vrai terme juridique. Et bien entendu, là non plus, l'architecte ne signe pas. Les marchés de travaux sont une partie importante de la formation juridique et pratique, le deuxième volet de la maîtrise d'œuvre inversée. On les voit en détail, on voit beaucoup plus en détail évidemment les pièces du marché, notamment le CCAP, les cahiers des clauses administratives, les pièces techniques étant vues, elles, logiquement, dans le troisième volet, la partie technique. N'hésitez pas à vous informer sur ces formations correspondant au temps de formation obligatoire des architectes et prise en charge par les organismes financeurs, FIFPL, OPCO, etc. Je suis Datadoc et ainsi de suite. Tous les labels et vaccins nécessaires. Vous avez sur mon site toutes les informations pour mieux connaître et pour pouvoir vous inscrire à ces formations. À bientôt, j'espère.